Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie, l'émission qui est dédiée à l'esprit d'entreprendre. Et aujourd'hui, j'en ai un parfait exemple sous les yeux en la personne de David Geisels. Bonjour. Bonjour David. Alors David est le fondateur de l'entreprise Dinner in the Sky. Vous avez certainement vu ces tables suspendues à 50 mètres du sol, qu'on a vu partout, de Moscou à Dubaï, en passant par Sydney, Johannesburg, Mexico et j'en passe. C'est un concept qui est présent dans plus de 65 pays. Alors David, comment avez-vous eu cette idée? Elle est née d'où cette idée? Vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Racontez-nous un peu cette histoire. C'est une belle histoire. C'est une histoire qui a démarré il y a 15 ans. Et en réalité, ce n'était pas un business au départ. Au départ, j'ai une agence de communication qui s'appelle Hakuna Matata, spécialisée en gastronomie. Et c'était simplement l'idée de faire une conférence de presse un peu originale pour les jeunes restaurateurs d'Europe. Et donc, voilà. Donc, on a fait cette conférence de presse. Pour moi, c'était bon, c'était fait. On a eu beaucoup de succès médiatique. Mais derrière, il n'y avait pas de business. Et c'est simplement parce que Reuters se trouvait sur l'événement. L'agence de photos. L'agence de photos, qu'ils ont fait des photos assez extraordinaires qui sont parties dans leur réseau, que Forbes Magazine sortait le classement des restaurants les plus unusual au monde à ce moment-là, et qu'on s'est retrouvé dans leur classement de ces 10 restaurants avec El Bulli et de Fat Duck, et que du jour au lendemain, on s'est retrouvé restaurant, et que voilà. C'est ça qui est dingue, parce qu'au départ, c'est une image pour une campagne de pub, Oui, on peut le dire. oui. Vous n'êtes pas un restaurant. Non. Il y a un malentendu de la part de ce magazine économique Oui. Forbes qui vous classe comme restaurant. Oui. Et là, vous vous dites, mais tiens, finalement, cette image de pub, on peut la transformer en vrai restaurant et en faire un business. C'est Ça vrai. part comme ça. C'est vrai. Et en fait, pour revenir à l'image de pub, c'est vraiment une image de pub parce que je me souviens avoir eu, alors que ce sont des jeunes restaurateurs d'Europe qui évidemment ne voulaient pas mettre leur toque sur la tête, et je me suis battu avec eux en leur disant mettez votre toque sur la tête parce que sinon on va avoir une image avec 22 personnes autour d'une table et on ne saura pas du tout que ce sont des chefs. Donc mettez votre toque. Et le fait d'avoir ces 22 toques sur la tête a donné vraiment cette image qui a fait de nous un restaurant. Mais c'est vrai que ce n'est que, je dirais, 2 ans plus tard que vraiment on s'est dit à un moment donné, suite à différents contacts qu'on a eus, différents événements, tiens, là on a vraiment un business concept, à faire, on a quoi. un concept et il faut le développer. Et alors, pour le développer, vous vous êtes associé déjà à l'époque à un spécialiste des attractions foraines qui a ces fameuses grues pour pouvoir Tout à fait. élever votre concept. Stéphane Kerkhoffs de Fun Group qui était spécialisé là-dedans, des attractions liées à des grues. Et donc, ensemble, on s'est associés. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que moi, j'apporte tout ce background communication, marketing. Et lui, il apporte tout le background logistique et événementiel de terrain. Et ensemble, 15 ans plus tard, on est toujours associés. Et le duo continue à fonctionner comme ça, de façon même presque un petit peu étrange, puisqu'on est séparés de 60 km. Il vit à Beringen, près d'Assel. Moi, je suis à Bruxelles. On se voit une fois tous les 15 jours et ça fonctionne à merveille. Je suis brésilien, je veux faire un événement là-bas. Comment ça se passe? Je dois vous acheter le concept, il y a des licences où vous allez chaque fois jusque-là avec votre propre matériel. Ça se passe comment? Alors en fait, les licences, je suis quelqu'un pour qui la liberté est fondamentale. Donc ce ne sont pas des franchises où on commence à devoir faire des audits avec tout ça. Donc simplement, il y a des gens qui nous contactent, qui disent tiens, j'adore votre concept dans le pays, je voudrais le faire. On signe un contrat, ils achètent une plateforme. La plateforme, on la fabrique ici en Belgique. Une fois qu'elle est prête, on l'envoie dans le pays. Mon associé Stéphane Kerkhoffs va sur place pour les former, leur expliquer comment ça se passe, principalement pour les mesures de sécurité, pour l'opération. Les grues sont louées localement. Et donc, une fois que la formation est faite, le partenaire fait son événement, fait son business. Et c'est seulement après 2 ans qu'il paye une franchise de 5 000 € par an pour garder la licence exclusive. Je ne veux pas avoir 2 partenaires dans un même pays, parce que qui dit 2 partenaires dit concurrence, dit guerre des prix, et donc la sécurité peut être mise en cause. D'accord. Donc ça, je ne veux pas. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que vous avez lancé ce concept. Comment vous expliquez le succès de Dinner in the Sky? Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Alors, jusqu'à 5 ans, je l'expliquais en faisant un peu référence à l'enfance, en me disant qu'en fait, les gens, même les adultes, ils avaient envie de réaliser leur rêve d'enfant. Et c'est vrai que quand on est petit, on a envie de monter dans les arbres, de construire des cabanes, de voir sans être vu. Et donc, je l'expliquais un petit peu comme ça. Et puis, en fait, aujourd'hui,
sans prétention, je l'identifie plus à un phénomène de société. Il y a 15 ans, quand on a lancé le concept, les chefs commençaient à être médiatisés. On avait les émissions Top Chef, Master Chef, etc. qui arrivaient. Et donc, ils commençaient à être de plus en plus médiatisés auprès du grand public. On a eu l'avènement des smartphones, Oui. l'avènement des réseaux sociaux. Et donc tout ça, il y a eu un besoin à la fois du public d'avoir des expériences, de vivre des expériences et surtout de partager des expériences, de montrer, tiens, regarde ce que j'ai fait, etc. Et aussi, ces réseaux sociaux ont un besoin de contenu, et de contenu un peu extraordinaire, un peu iconographique. Et c'est vrai que Dinner in the Sky tombait à merveille, avec des images incroyables, puisqu'on est à 50 mètres du sol, qu'on est avec un chef, qu'on a souvent des environnements assez extraordinaires. Et comme les Canadiens disent, c'est la seule terrasse où les oiseaux volent sous les pieds. Donc on a des choses magnifiques. Hautement Instagrammable, diraient les jeunes, parce que et aussi avec une dimension people. Vous avez reçu pas mal de grands noms, que ce soit des chefs ou des personnalités qui ont participé, qui ont contribué à la notoriété. Ça fait partie des bonnes fées que j'évoquais tout à l'heure. La première, c'était Reuters. La deuxième, on peut citer le prince Albert de Monaco qui nous fait descendre à Monaco pour fêter ses 5 ans d'avènement au trône, avec... Il est décédé depuis, Joël Robuchon, qui est sur la table pour le servir. On a eu également Alain Passard, qui est vraiment la référence des chefs en France aujourd'hui, le 3 étoiles de l'Arpège, qui a fait un repas devant la cathédrale d'Amiens assez extraordinaire. Et donc, toutes ces bonnes fées, quelque part, parlant de marketing, il y a un site de veille marketing qui s'appelle springwise.com, qui nous a mis comme la Business Creative ID de l'année 2006, et du jour au lendemain, mais enfin, c'était même pas du jour au lendemain, c'était toutes les 10 minutes, on avait des mails d'agences marketing dans le monde qui nous demandaient comment faire pour avoir un événement. Donc toutes ces bonnes fées réunies ont fait que le succès était au rendez-vous. Maintenant, il ne faut pas se cacher, c'est vrai qu'il y a plein de bonnes fées, mais des bonnes fées sans travail, ça n'existe pas. Faut bosser. Et donc on a bossé, répondu à tout, essayé d'être le plus pro possible, tout en gardant ce côté humain. J'ai jamais voulu avoir quelque chose on parlait d'Instagrammable, mais parfois c'est le problème d'Instagram, les choses sont trop standardisées, trop léchées. Et au final, ça enlève le côté humain qui, pour moi, est indissociable de Dinner in the Sky. L'expérience avec le chef, le fait de partager quelque chose avec lui, le fait d'être ensemble, de vivre une expérience unique, pour moi, c'est super important. Les sourires qui s'en dégagent. Et donc, le naturel est important. Au moment où on parle, votre grue Dinner in the Sky est installée place des Martyrs à Bruxelles. Elle était il y a quelques semaines à Anvers. Elle sera dans quelques semaines à Saint-Tron. Est-ce que c'est difficile de convaincre les autorités, les villes d'installer ce genre d'infrastructure en plein Covid aussi? Il faut rappeler qu'on est quand même dans une période un peu difficile. C'est vrai. Alors nous, on a de la chance, c'est qu'à Bruxelles, Philippe Claus et son équipe sont vraiment, depuis le début, nous aident et nous soutiennent et aiment le concept. C'est une belle carte de visite pour eux aussi. C'est une belle carte de visite pour Bruxelles. Au-delà de la carte de visite, c'est vrai que c'est un magnifique média pour Bruxelles parce que ça fait parler de Bruxelles dans le monde entier. Et ce qu'on aime aussi, nous, c'est... on n'a pas envie d'être un événement où on est au même endroit chaque année. Je vais caricaturer un petit peu le cirque Bouglione. Quand j'étais petit, Place Flagey, tous les ans, il était là, etc. Non, on veut voyager, on veut faire voyager nos clients. Et donc, on essaie chaque fois de trouver un lieu à Bruxelles différent, si possible que les gens ne connaissent pas. Et cette année, effectivement, on est place des Martyrs. Et la place des Martyrs, il y a plein de gens qui me disent « mais on ne sait pas où c'est, on ne savait pas, on ne connaissait pas ». Et pour moi, c'est une des plus jolies places de Bruxelles. Elle est cachée, avec le Sablon et la Grand Place. C'est extraordinaire. En plus, on est accueillis ici à l'hôtel Juliana Bruxelles, qui est un des plus beaux hôtels qui a ouvert en exclusivité pour accueillir nos clients. Et donc, c'est beau, c'est assez féerique. Alors David, vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Si vous deviez faire passer un message au monde économique ou politique, justement, par rapport à votre business, par rapport à l'avenir, quel serait-il ? En fait, entre guillemets, je suis un homme de pub. J'ai fait l'IEX comme école. J'ai travaillé dans le monde de la publicité pendant 15 ans dans le groupe Havas Advertising. Maintenant, comme tu l'as dit, j'ai encore ma propre agence de publicité Hakuna Matata. Et donc, je suis très attaché à la marque et à faire connaître les marques. Et je pense qu'avec Dinner in the Sky, dans le monde gastronomique, on a une marque assez unique qui a un énorme potentiel, parce que quand on réfléchit un peu, même s'il y a des restaurants qui ouvrent tous les jours et parfois des success stories locales, mais des marques mondiales, il n'y en a pas beaucoup.
Il y a McDonald's, il y a eu la tentative avec Planet Hollywood, mais il n'y en a pas 10 000 des marques bien identifiées. Autour de la gastronomie. Autour de la gastronomie. Et je pense qu'avec Dinner in the Sky, on a un potentiel d'avoir une marque que les gens identifient assez bien, comme quoi ce sont des endroits où on mange très bien, dans des endroits extraordinaires, avec des vues extraordinaires, où on partage une expérience. Et je pense qu'il y a un potentiel pour un jour un entrepreneur ou quelqu'un qui a envie de vraiment de créer une affaire de façon internationale pour créer quelque chose d'unique autour de la gastronomie. Alors la gastronomie a quelque chose d'un petit peu fermé, d'un petit peu élitiste. On ne parle pas de gastronomie en fait, on parle de bien manger, de bien s'amuser, de bien boire. Belle expérience. Et ça depuis 2000 ans, même depuis la naissance de l'homme, on le fait. Quand on a lancé Dinner in the Sky en 2006, on me disait oui c'est bien, mais, enfin ceux qui y croyaient me disaient c'est bien, mais ça va durer un an ou deux. Et je leur disais déjà à l'époque, c'est jamais qu'une table au bout d'un fil. Et une table, les gens, on s'y réunit pour plein de choses, mais pour manger. Et donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel, il y a un potentiel de marque. développement. Et est-ce qu'il n'y a pas un potentiel aussi, parce que vous parliez de grues, ouais. qu'on démonte, qu'on remonte, est-ce qu'il n'y a pas non plus un potentiel de concept autour d'installations fixes? Est-ce que vous y réfléchissez? Alors ça... Pour que cette marque devienne une réalité, je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné se priver. Sonnette, on a le temps. Il faut se priver de la grue. La grue n'est pas très esthétique. La grue, en plus, voilà, je pense qu'il faut arriver à des choses qui soient chères. Et il faut arriver à une solution comment dire, permanente, peut-être avec un autre système ascensionnel, mais qui fasse qu'on puisse avoir des endroits fixes dans les plus beaux endroits du monde. Plus esthétique qu'une grue. Plus esthétique qu'une grue, où effectivement, on offre cette expérience Dinner in the Sky un peu partout. Et on y travaille. On a même un projet qui est là, qui est pour l'instant en prospection. Il devait être à Dubaï, juste à côté de l'Opéra de Dubaï. Et puis, bon, voilà, crise aidant, ça s'est arrêté. Pour l'instant, on est en Égypte en train de voir, puisqu'il y a des projets immobiliers assez pharaoniques dans le coin. Et donc, voilà. Donc, c'est pas fini. L'aventure continue. Bon, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Merci. Et j'espère pouvoir vous accueillir à nouveau pour suivre la suite de l'expérience dans le ciel, peut-être une interview dans le ciel. Voilà. C'était donc David Geisels, fondateur de Dinner in the Sky. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, 10 minutes pour convaincre. Au revoir. Merci.